Et par ailleurs, Je pense que c'est c'est parti. donc pour finir cette journée, on va commencer par une session poster donc qui remplace celle qu'on aurait pu avoir à Clermont-Ferrand, mais ça permet quand même de présenter rapidement certains travaux qui sont réalisés actuellement dans des équipes membres du GDR ou pas membres, parce qu'on a plusieurs présentations sur le bambou, par exemple, aujourd'hui, en relation avec les présentations qu'on vient d'entendre. Donc, il y a 10 présentations en tout. Donc, je vais mettre un peu la pression sur les participants pour être relativement rapide. L'objectif, c'est ensuite de se reporter sur les posters qui sont disponibles en ligne. Et après, c'est comme vous préférez, soit si j'ai votre présentation, je peux la partager, ou sinon, vous pouvez partager directement votre écran avec votre présentation. Donc, la première présentation va être réalisée par Melek Ayadi de l'Université de Lorraine. Donc, normalement, j'ai vu qu'il était en ligne. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran. OK. Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis Ayadi Malek, doctorante en 3e année de thèse en co-tutelle entre l'Université de Lorraine et l'Université de Monastir. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de recherche intitulée Caractérisation de panneaux à base des fibres de Posidonia oceanica pour des applications en absorption acoustique. L'objectif de ce travail est de valoriser les déchets fibreux de Posidonia oceanica qu'on trouve en tas important sur les plages de la Méditerranée pour les transformer en des panneaux d'absorption acoustique en se basant sur un procédé de transformation de fibres textiles à partir d'une machine aérodynamique qu'on appelle Airley. Le choix de ce procédé il est justifié par la porosité importante qu'il confère au panneau, couplée à la porosité des fibres, c'est-à-dire la porosité microscopique des fibres de Posidonie, qu'on a estimée à 76,6%. À partir de cette caractéristique de porosité importante, on peut modéliser le matériau par un réseau de pores cylindriques dont les dimensions, c'est-à-dire les densités et les rayons, permettent de décrire les propriétés de ce qu'on appelle le fluide dissipatif équivalent à partir du modèle de Janson-Champoux à Lafarge, qui se base sur la connaissance de 6 paramètres qui sont la porosité, la tortuosité, les longueurs caractéristiques thermiques et visqueuses et les perméabilités thermiques et visqueuses pour déterminer ou bien prédire le comportement en absorption acoustique des panneaux. Donc, en premier lieu, nous avons mesuré la résistivité au passage de l'air et la porosité des panneaux en fonction des taux de compression qu'on a réalisés. Et d'autre part, nous avons déterminé ces caractéristiques à partir des expressions analytiques que définit le modèle JCAL. D'autre part, nous avons déterminé le coefficient d'absorption acoustique à partir des mesures réalisées en tube de Coulomb, le tube d'impédance, et nous avons simulé le coefficient d'absorption à partir de uniquement 3 caractéristiques sur 6 définies par le modèle complet, qui sont la porosité, la tortuosité et la résistivité au passage de l'air. Pour ces 3 caractéristiques mesurées et simulées, on note bien la convergence entre les valeurs expérimentales et les prédictions données par le modèle JCAL, c'est-à-dire à partir d'une densité donnée du panneau de base, on peut déterminer la résistivité au passage de l'air ainsi que la porosité pour différents taux de compression sans avoir à recourir à des expérimentations, c'est-à-dire à des mesures, à des bandes de mesure.
D'autre part, le coefficient d'absorption acoustique, il est simulé uniquement à partir de la connaissance de 3 paramètres, c'est-à-dire à partir de 3 mesures au lieu de 6, et ceci nous permet de réduire le nombre d'expérimentations dans le laboratoire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mélek. Peut-être s'il y a une question, on a le temps de prendre une question, mais sinon, j'invite les participants soit à poser les questions dans le chat et puis Mélek pourra répondre dans le chat, soit à contacter Mélek, puisque je pense que ses coordonnées sont sur son poster. Personne ne se manifeste, donc merci beaucoup Mélek pour cette présentation. On va continuer avec la deuxième présentation qui est celle de Youssef Bensmaïl. J'ai vu aussi qu'il était connecté sur l'effet de l'eau de mer sur les propriétés mécaniques des fils en fibre de jute. Est-ce que Youssef est là? Allez, on passe à Bertrand. On passe au suivant. Ouais. Bertrand Chéreau qui... Allô? Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. C'est Youssef Ismail. Allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez partager votre écran et faire la présentation? Oui, oui. Non, je ne sais pas, est-ce que j'ai pas la possibilité de partager? Normalement, il suffit de partager, c'est juste en dessous, vous avez un menu. Oui, oui. Donc, OK. Vous avez 2 minutes. C'est parfait. Oui, ça marche? Oui. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Youssef Ismail, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de Ben Mellal au Maroc. Donc, dans mon poster, je vais vous présenter une étude expérimentale sur l'effet de l'eau de mer sur les propriétés mécaniques et thermiques des fils en fibre de gîte. Donc, les fils en fibre de gîte, c'est un ensemble de fibres de différentes longueurs et de diamètres, torsades. Donc, ce sont des fibres qui sont extraites donc des tiges de la plante de gîte qui a grandi dans les régions tropicaux. Donc, dans cette étude, on a déterminé les propriétés thermiques et mécaniques des fils en fibre de gîte en fonction de la durée d'immersion dans l'eau de mer. Les résultats obtenus des propriétés thermiques montrent qu'il y a une augmentation de l'eau absorbée en fonction de l'eau, de la durée plutôt d'immersion. Et on remarque aussi qu'il y a une diminution de la stabilité thermique des fils immergés. Et aussi, on voit qu'il y a une augmentation du résidé dû principalement à l'existence de NaCl et des changements chimiques au sein des fibres. Donc, pour les courbes de la contrainte en fonction de la déformation, on voit qu'il y a une dispersion des propriétés mécaniques. Cela est dû au nombre des fibres continues et discontinues dans le fil, et aussi à la dispersion des propriétés mécaniques des fibres de gîte dû à sa composition chimique, le vide de l'aimant dans les fibres, et aussi à la variation du diamètre. Donc, pour ce qui concerne les propriétés mécaniques, on voit on remarque qu'il y a une diminution des propriétés mécaniques en fonction de la durée d'immersion des fils dans l'eau de mer. C'est une diminution de l'attraction, donc qui est due principalement au ramollissement des fibres de gîte et à la diminution du frottement entre les fibres, et suivi par une stabilité, puis une diminution de la contrainte à la rupture après 90 jours. Donc, cela est dû à la diminution des cohésions et aussi au vieillissement des fibres, et aussi à la dégradation de la surface, confirmée par les images
bien les images de MEB, donc dans la figure 6. Et en conclusion, on voit qu'il y a une diminution ou bien une influence des propriétés mécaniques des fils en fibre de gîte par les conditions environnementales. Cela, donc, on voit aussi qu'il y a une diminution de ces propriétés liées à ces conditions environnementales. Voilà, donc c'était précédemment et surtout pour le cas de l'immersion des fibres dans l'eau de mer. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Youssef, pour cette présentation. Donc, pour gagner du temps, je recommande à ceux qui auraient des questions à poser à Youssef de le faire dans le chat, comme l'a fait Philippe là à Melek. Melek, si tu veux répondre à Philippe sur ton poster. Pour tous les prochains intervenants, pour gagner du temps au niveau des transitions, je vous invite à bien préparer vos présentations pour être prêts à les partager. Donc, la prochaine personne qui va partager son écran, c'est Bertrand Chéreau. Je ne sais pas s'il est présent, je n'ai pas l'impression. Donc, on va passer au suivant qui est Philippe Evon. Alors, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Je vous partage mon écran. Donc là, j'imagine que vous le voyez, c'est bon? Très bien, parfait. Voilà, donc moi, je vais vous présenter quelques travaux très brièvement qui sont en lien avec un projet européen sur lequel on travaille au laboratoire avec des Belges, donc notamment les gens de l'université de Gand. Ce projet s'appelle Biosonmulant. Donc l'idée première de ce projet, c'est d'extraire des molécules qui ont une vocation à biostimuler les plantes au moment de leur croissance. Et ce travail-là se fait à partir de coproduits de la culture du tournesol et donc en particulier à partir des tiges. Donc on a un procédé d'extraction que j'ai essayé donc de synthétiser sur cette diapositive, celle-ci, où on utilise un outil d'extraction liquide solide continue sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire de chimie agro-industrielle qui est l'extrusion BIVIS. On réussit via l'ajout à cette tige de tournesol de solvants aqueux qui sont principalement des solutions salines et ou des solutions alcalines à extraire un certain nombre de molécules solubles dans l'eau et en particulier des flavonoïdes qui sont présents en assez forte proportion dans l'écorce, qui sont testés pour leur activité biostimulante chez nos collègues de Gand. Et en parallèle de ça, nous, de notre côté, on essaie de valoriser le résidu solide issu de ce fractionnement BIVIS pour des applications dans le domaine des matériaux. Donc, on a d'abord étudié la morphologie des fibres qui sortent de l'extrudeur et ce qui nous a permis de mettre en évidence le fait que l'extrusion permettait une augmentation relativement importante du facteur de forme des fibres qui, lorsqu'elle est mesurée à l'aide d'un dispositif Morphy, montre une augmentation de 4 à de l'ordre de 20 à 25. Et ce faisant, grâce à une morphologie améliorée, on est capable de fabriquer par pressage à chaud des panneaux autoliés sans qu'on ait besoin de rajouter le moindre liant. En parallèle, on a cherché à rajouter à cette fibre extrudée une protéine de tournesol de façon à fabriquer des panneaux 100% tournesol. Cette protéine, elle se présente sous la forme d'un isolat protéique qui est extrait du tourteau issu de la graine en conditions alcalines et qui nous permet du même coup d'exacerber les propriétés adhésives de la protéine. Et grâce à cet ajout de protéines naturellement adhésives, on augmente la résistance à la rupture en flexion des panneaux denses fabriqués par thermopressage de 111%. Donc, on atteint à la fin des propriétés mécaniques qui apparaissent dans le tableau en dessous, où les contraintes à la rupture sont de l'ordre de 37 mégapascales et où la cohésion interne du matériau est de l'ordre de 0,85 mégapascales, c'est-à-dire bien au-dessus dans les deux cas
des spécifications qui sont recommandées par la norme sur les panneaux de particules et qui nous permettraient donc à terme d'utiliser ces panneaux, alors principalement pour des usages intérieurs et notamment des usages intégrant la fabrication de meubles. En parallèle de cette utilisation en panneaux de fibres, on travaille actuellement à l'utilisation de ces fibres comme des renforts dans des thermoplastiques. Ces travaux sont en cours, donc au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de résultats à vous présenter sur le sujet, mais ça devrait être le cas à l'occasion d'une prochaine journée du GDR. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Philippe, et effectivement, rendez-vous pour la suite de ces travaux lors de la prochaine journée. La prochaine présentation, l'auteur est Messorma Souleymane Fofana. Est-ce qu'il est en ligne? Je ne vois pas. Je ne le vois pas. Sauf erreur de ma part. On passe au suivant. Le prochain poster ne pourra pas être présenté par M. Furet, qui était ce matin en direct de Mayotte, mais sera présenté normalement par Élodie Paquet. Oui, bonjour. 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 C'est parfait. Vous voyez mon écran? Oui. C'est parfait, on vous écoute. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, Élodie Paquet, je suis enseignante chercheuse au sein du laboratoire LS2N et dans le cadre d'un projet de recherche que nous avons avec M. Furet qui était présent ce matin et pour un projet à Mayotte, l'école d'architecture, l'école de design et le GEM, on a un projet sur impression de 3D d'îlots de fraîcheur par impression 3D robotisée. Donc le but, c'est de créer des zones qui sont temporaires en récupérant les matériaux locaux. Donc, on a réalisé des dispositifs spatio-climatiques à petite échelle pour l'instant et on a un projet qui a été financé par la ville de Nantes Métropole et OIC Design pour faire des structures de grande dimension pour la période estivale prochaine. Donc, ces dispositifs spatio-climatiques, le but, c'est qu'ils soient temporaires, qu'elles soient réalisées avec des parois d'un certain endroit végétalisées qui sont couplées avec des dispositifs d'ombrage pour permettre de lutter contre les vagues de canicule et les expérimentations chaudes. Donc, on a mené quelques premières expérimentations. Pour cela, on utilise des mélanges qui sont basiques, qu'on a vu un peu dans la littérature à base de terre, sable et eau. Donc, on s'adapte un petit peu aux spécificités de la terre. Pour ça, on travaille avec le GEM. On a aussi toute la partie machinerie qu'on a développée, qui est d'une machinerie assez simple sur laquelle on peut la déplacer assez facilement, réalisable. Par contre, on a des petits problèmes au niveau des fissurations, des retraits pendant le séchage, sur lesquels on souhaiterait bosser et ajouter des fibres. Donc là, on aurait besoin aussi d'échanger avec des personnes qui sont dans le milieu et qui seraient intéressées pour nous accompagner et participer sur l'ajout de fibres, quel type de fibres on peut ajouter. On a quelques aussi une petite vidéo qui tourne sur les 2 minutes qui me restent. Donc, le but, c'est vraiment de créer des parois qui s'impriment et qui vont du coup rester en terre. On ne va pas venir faire d'enduit spécifique dessus et la vie va reprendre le dessus et ça va s'écrouler au fur et à mesure. C'est pour ça qu'elles sont temporaires. Donc, le but, c'est d'augmenter la tenue des parois verticales lors de l'impression. Pour ça qu'on peut ajouter des fibres, de supprimer les discontinuités de trajectoire d'un point de vue robotique, de caler les appareils. Donc pour cela, on a des robots. On a soit des robots facilement déplaçables et relocalisables. Donc là, c'est un robot polyarticulaire sériel 6 axes, ou sinon on a des machineries qu'on peut aussi monter assez simplement. Celle-ci, elle est fixe, mais on en a une autre qui nous permet de faire des pièces de grande dimension. On n'est pas limité. Là, on peut faire par exemple du 4 mètres sur du 3 mètres sur du 2 mètres de haut. Et avec un robot déplaçable, on n'a pas de limite. Du coup, ce n'est qu'un début. C'est le projet qu'on compte mener. Et un autre projet qu'on a où M. Furet est actuellement à Mayotte pour voir un peu les matériaux présents sur site. Et on est ouvert à toutes les collaborations et à accueillir d'autres chercheurs dans le projet. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. Vous avez le contact de M. Furet en bas. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Élodie. Effectivement, on parlait d'impression 3D de terre ce matin. Donc, voilà un exemple d'utilisation. La prochaine présentation va être faite par Mazar Hussein. J'ai vu que vous étiez connecté. Oui, bonjour. Bonjour. Madame, est-ce que vous pouvez partager ma présentation? Oui, tout de suite.
Voilà. Tu as réussi l'épreuve. Merci. Merci. Bonjour. I will present my work in English. I did my thesis in English. Si ça vous dérange pas. Pas de problème. No problem. Okay. This is my PhD topic: valorization of sediments in bio-based material, application to fluvial sediment with use of tropical fiber. Basically, the objective of this study was recycling of river dredge sediment, their recovery in sustainable recovery in earth bricks and different other applications. Here I have discussed their reuse in earth bricks in context of circular economy. I have shown different steps used for manufacturing earth bricks, the mixing of sediments and natural fibers, which are an essential component of earth bricks to reinforce the bricks and increase their tensile strength, which is followed by compaction. Different compactions we have studied with static loading, dynamic compaction, and tamping. And we found that the results with dynamic compaction are better in terms bricks have good strength. And after the compaction, bricks are naturally dried to minimize the use of energy. And finally, the mechanical testing of bricks. The other tests such as durability and etc. were also performed. We can see the final brick, which is brick specimen after drying in the figure. The results of tensile strength are shown in the poster, which is also available on the website. We have seen that the reuse of sediments in bricks, the bricks have good strength and compressive and tensile strength and fulfill the requirements in different international standards like FNUR from France and different other international standards. This I am PhD student in Uni La Salle, and this is work is in collaboration with different laboratories which are shown in slide. Thank you so much. Thank you so much. Your questions. Welcome. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais coupé mon micro. La prochaine présentation va être faite par Jérôme Moulin. On revient au bambou. Bonjour. Oui, je redis, il y a des questions sur le chat. Oui, il y a des questions. Des réponses aussi. Ok. Ok, je vais voir. Le partage. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, je peux le faire. Oui, je vais le partager. Parfait. Ça marche? Oui, c'est bien, parfait. Ok. Donc, bonjour, je suis Jérôme Moulin, designer indépendant. Je travaille sur pas mal de domaines, que ce soit dans l'automobile, dans le mobilier, ou alors sur les structures en mobilier urbain, notamment. Donc, c'est là que je vais parler, pour rebondir un peu sur ce qui s'est passé cet après-midi. Donc là, vous avez un schéma qui présente un petit peu tout ce que le bambou peut proposer en usage, notamment pour les bambous coupés. Et là, je vais parler plutôt des bambous vivants, donc, qui proposent beaucoup de services et qui donc sont un gros avantage, notamment en termes d'énergie, puisque tout ce qui est vivant ne nécessite pas d'utiliser de l'énergie pour fabriquer. C'est lui-même qui s'en occupe. Voilà, donc outre, on pourrait par exemple fabriquer des structures grâce aux capacités des bambous, et surtout rapidement, puisque le bambou a une capacité de progression très rapide, comparé à d'autres plantes, notamment les arbres. Donc ça peut être très intéressant, notamment en ville, pour faire des structures qui protègent aussi bien du vent, du soleil, et créer des oasis de fraîcheur. Donc voici quelques exemples. Je ne vais pas expliquer tous les avantages, hein. Ils sont sur le schéma notamment. Voilà, donc en exemple, le premier, celui sur la droite en bas,
Donc, c'était un espace de pause pour les employés d'une entreprise. C'est un alignement de deux rangées de bambous qui sont reliés à la cime et qui supportent par eux-mêmes un système de toiture qu'on peut retirer. Donc, du coup, si on ne veut plus utiliser ce système-là, il suffit juste d'enlever la partie toiture. Mais on peut garder aussi le système d'attache des cimes à la cime. Voilà. Les deux autres images correspondent à l'installation à la Biennale de Saint-Étienne de design international en 2019. Donc, il s'agissait d'un kiosque en bambou, donc vivant, qui supporte lui aussi une toiture. Et donc, le système est autoportant, il n'y a pas de fondation, et il tient quand même au vent, puisqu'il y a eu une petite tempête avec des vents de près de 100 km/h pendant l'installation. Et donc, ça n'a pas bougé. En fait, j'utilise le principe notamment de flexibilité, et en fait, il a une mémoire de forme, et il revient toujours à sa place quand il y a du vent. Et il bouge très, très peu. C'est très, très doux, très agréable d'entendre quelques cannes qui font un peu de bruit quand elles se touchent. Ça, c'est l'avis des... Il y a eu un retour d'usage, et donc c'est ce qui a été considéré par les gens et les participants à l'utilisation de ce banc, qui a été très apprécié. Donc là, on en voit un sur l'image de droite, une personne qui est assise. Donc elle a l'avantage aussi, c'est comme c'est circulaire, il peut y avoir différentes manières de l'utiliser. Et donc ça a été utilisé à tout âge, et beaucoup de gens l'utilisaient aussi comme pour attendre le tramway par exemple, le bus et tout ça. Donc voilà, il y a d'autres systèmes qu'on peut faire avec le bambou en ville, notamment pour protéger les piétons ou les usagers des mobilités douces. Donc on pourrait faire le projet vert infini, donc vert parce que c'est vert vivant, et vert, on peut aller dans différentes directions. Donc on peut contrôler l'avancée des bambous dans la direction qu'on souhaite, et en fait avoir un gain d'énergie de coût en utilisant seulement quelques bambous, et ensuite on va les laisser avancer, progresser, puisque chaque année vous avez des nouvelles chaumes, et ça permet d'avancer la structure comme ça, naturellement. Ça, c'est un des projets que j'aimerais faire développer. Et sinon, on peut toujours utiliser les bambous en structure de manière un peu plus traditionnelle, et qui permettent de supporter des plantes, comme on le voit sur l'image de droite. Voilà. Donc, tout ça toujours pour améliorer la qualité de vie en ville et se protéger de la chaleur et des autres éléments. Voilà, je suis dans le temps. Ton micro est incendié. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces nouveaux exemples d'utilisation des bambous vivants, effectivement. On va passer à la prochaine présentation, qui est celle de Stéphane Bailly, du relais Métis. Oui, il y a plusieurs questions pour Élodie. Ça serait bien qu'elle puisse au moins donner des éléments de réponse, même si elle n'a pas toutes les réponses, ça peut arriver. Vas-y. Monsieur Bailly, est-ce que vous voulez que je partage Comme vous le souhaitez, vous pouvez y aller, oui, ça ne me dérange pas. Alors, je vais partager directement votre poster. Voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter Métis, qui est un produit qui vient du relais. Donc, le Métis est issu de la collecte et du tri textile. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis tout un passage comme ça en encadrement de ma slide, où vous voyez vraiment toutes les étapes de la borne à gauche où vous allez mettre votre linge, jusqu'en passant par les centres de tri en haut, les tris,
Il faut reconnaître qu'au relais, depuis 37 ans, on a appris à maîtriser cet art de trier du linge. Et donc, et on arrive à la suite à l'usage donc industriel. On va, pour certains donc, textiles que l'on aura sélectionnés parce que non utiles en tant que vestimentaires, parce que trop abîmés, on les donc, déclassera et on les passera en matière industrielle. Et donc là, on a une sélection des cotons, comme on peut faire des sélections sur d'autres matières, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Une sélection de coton qui nous permettra ensuite d'être effilochés. Et suite à ça, de pouvoir, après un traitement, donc 2 traitements, un traitement antifongique et un traitement contre le feu à base de sel d'ammonium, partir vers la remise en balle, l'arrivée à l'usine de nappage ou fabrication de sacs de vrac pour le soufflage. On va donc napper là, avec un liant polyester, et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des liants aussi qui se font en sourcé, et c'est sur ce pourquoi nous on travaille aussi pour rechercher une actualisation de nos produits. Donc, le polyester vient faire la cohésion des fibres, et ensuite, ces fibres sont mises en forme de panneaux de rouleaux après un passage en airlay, en nappage et en petit perlé, et donc un emballage. Voilà, donc le relais, donc on a développé ce produit tout simplement pour empêcher d'avoir une perte sur les matières, puisque depuis une bonne dizaine d'années, on s'aperçoit que les matières textiles vendues sur le marché sont totalement en perte de qualité, et donc on avait des vêtements qui étaient de plus en plus difficiles à remettre sur le marché. Donc, on s'est dit de réutiliser la matière était certainement un bon axe, et créateur d'emplois aussi, puisque le relais, c'est comme la lutte contre l'exclusion par la création d'emplois, et donc ça permettait de créer de nouvelles activités. Donc, ça amène des caractéristiques bien précises. On va réutiliser les caractéristiques d'une fibre végétale, qui sont la possibilité de faire d'emmagasiner de la chaleur, donc pour pouvoir obtenir un confort d'été, simplement par la notion de déphasage. On a un confort thermique d'hiver parce que simplement on a un lambda aussi intrinsèque au matériau. On arrive à avoir de belles performances acoustiques aussi sur nos produits. Donc, je vous laisserai regarder, la slide sera disponible, donc vous pourrez voir, mais après, on est à votre disposition pour vous donner des valeurs sur des projets ou des modules faits, type cloison ou doublage de mur. On a des capacités hygrométriques, des tenues mécaniques importantes. On a traité, bien évidemment, pour pouvoir rentrer dans les ERP et les locaux un petit peu plus difficiles au niveau sécurité incendie. On a traité nos produits donc, contre le feu, en cœur de fibre, par l'imprégnation en plein bain. Et on s'aperçoit en final qu'on a quand même réussi à certifier à 100% l'ensemble de nos valeurs. On est au CSTB, donc ça c'est important aussi, on est sous avis technique. On a bien évidemment fait un test de qualité de l'air de nos produits une fois mis en place dans un local. On s'aperçoit donc avec la bonne nouvelle que nous sommes A+. On a bien évidemment une FDES. Alors là, je mettais livrable sur le dernier trimestre. Elle est là, elle va bientôt. Donc là, elle est vraiment gelée. On est sur la fin, elle va être publiée. On a une résistance fongique sur nos matériaux, donc là, c'est 0. On est recyclé, recyclable. Ça, c'est important aussi. Je pense que dans l'ensemble des produits que je vois depuis tout à l'heure, avec grand plaisir, évidemment, la virtuosité des utilisations est importante, et savoir qu'on peut réutiliser les produits par la suite, c'est toujours un bienfait. C'est-à-dire qu'on ne va pas taper dans nos ressources, les ressources de notre planète. Et évidemment, comme tout végétal, on se revendique aussi d'un stockage carbone qui a été calculé par des tests en laboratoire où on a 30% massique de carbone stocké. Voilà, je suis resté dans les temps, j'étais assez rapide. J'invite toujours tout le monde à mettre son linge dans les bornes du relais, puisque ça fait travailler 3000 personnes dans le monde, dont 1600 en France, des gens surtout issus. Et puis dans le monde, on nous retrouve en France, en Afrique, en Madagascar et au Portugal. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, et effectivement pour ces matériaux recyclés également. La dernière présentation de cet après-midi sera faite par, j'ai perdu mon diaporama, Asumu Joseph Yomanfo. Est-ce que vous êtes connecté? Oui, madame, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ou est-ce que vous préférez que je le fasse? Oui, madame, si vous pouvez partager pour moi, ça sera encore plus... En attendant, il y avait une question pour Métis par rapport au coût de l'isolation par rapport aux autres isolants.
Alors, on va être sur. Alors, faut considérer deux familles de produits, hein. Il y a même trois familles. Il y a les minéraux, les pétroliers et les biosourcés, bien évidemment. Si on se compare aux minéraux, on va être sur un facteur 2. Si on se compare aux pétrosourcés, on va être sur un facteur 2 également. On ne va pas être fort distant d'une laine minérale. Ils ne sont pas très distants des laines minérales. Et en troisième, si on se compare par rapport aux biosourcés, on est dans la fourchette des prix. À un prix moyen, alors c'est toujours compliqué, mais bon, on peut donner on va dire 12 euros du mètre carré en 10 centimètres pour notre gamme RT. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais 10 euros à peu près en tête. D'accord, Voilà. c'est plutôt la douzaine d'euros. D'accord. C'est ça. On est maxi 12 euros du mètre carré. Voilà. Très bien, voilà, l'info est passée. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Et donc, à vous pour la présentation. Je pense que vous voyez l'écran. Oui, madame, parfaitement. Bon, bienvenue au webcam du GB matériaux de construction. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter ce soir donc, est intitulé influence de la teneur en la tête donc, sur l'usure des tapis à base de sable. Excusez-moi, on vous entend très très mal. Est-ce que peut-être vous pouvez couper votre vidéo? Madame, j'ai du mal à voir dérouler. Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, privilégié. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Votre vidéo. C'est mieux là, je pense. Allez-y. D'accord. Donc, je peux avoir le déroulé, s'il vous plaît. Allô? Oui. Donc, le travail, je voulais vous présenter ce soir, donc, intitulé l'influence de la teneur en latex sur l'usure des tapis en latex. En effet, l'industrie du bâtiment a recours à un certain nombre de produits, briques, briquettes, tapis. À l'heure actuelle, les tapis sont au cœur des avancées technologiques, donc malgré une histoire ancienne. Il existe donc deux types de tapis dans la littérature, les tapis synthétiques et les tapis naturels. Donc, les tapis synthétiques naturels sont faits à base de fibres animales ou végétales et sont aussi faits donc, à base de matériaux synthétiques. Le problème ici qui se pose est que les tapis, l'obtention des fibres pour la confection des tapis naturels est un travail difficile. Par exemple, pour obtenir des fibres de coton, il faut on met le cocon dans de l'eau tiède et avec un espèce de fibre, on tisse. Et donc, ce travail devient difficile. Et quand les tapis sont faits donc, à base de matériaux synthétiques, cela contient donc des produits toxiques qui sont dangereux pour la santé. Et donc, l'objectif de ce travail est de concevoir et de caractériser des tapis à base de latex de VA. Comment avons-nous donc procédé pour l'élaboration de ces tapis? Dans un premier temps, nous avons découpé les tapis à la dimension du moule. Donc, nous avons posé un premier tapis dans le moule. Ensuite, nous avons coulé le mélange sable-latex dans le moule. Et après, nous avons posé la deuxième couche de tissu de fibre. Et après, nous avons procédé au démoulage. Après le démoulage, donc, les tapis sont séchés au soleil donc, pendant une semaine. Et donc, après séchage, donc, on obtient les tapis. Je peux avoir encore le déroulé, s'il vous plaît. Voilà. Donc, après le séchage, donc, on obtient le tapis. Donc, nous avons mené l'essai de caractérisation mécanique, à savoir l'essai d'usure sur le tapis. Donc, l'usure donc, est donnée par la formule U. Lorsque la teneur en latex donc augmente, l'usure diminue avec donc l'augmentation de la teneur en latex. Et donc, cela est dû du fait que
de 14 à 16%. La baisse donc de l'usure peut s'expliquer par la mauvaise liaison, par la bonne liaison entre le latex et les différents constituants du matériau. Notons aussi que la perte de masse à cette teneur sont observées par les auteurs 2, 3 et 4. De 16 à 18%, on voit que l'usure chute avec une variation forte de 0,17 à 0,7 grammes par centimètre carré pour le tapis avec le tissu de fil de mousquet et 0,08 à 0,02 grammes par centimètre carré pour le tapis avec. C'est un peu compliqué de suivre là. Vous pouvez conclure peut-être? Nos résultats sont donc en conformité à Puricène 2015. L'érosion de potence d'eau à 18%. D'accord, donc à 18%, on peut conclure que les tapis diminuent. Et donc, comme les tapis sont des types de revêtement, ils seront soumis donc à de rudes sollicitations. Par conséquent, nous considérons les tapis faits donc à base. Merci pour votre compréhension. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation.